Quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. La première éclipse totale lunaire de l'année aura lieu ce vendredi. Alors ce phénomène se produit, peut-être le savez-vous, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre. La pleine Lune nous rend-elle insomniaques ou criminels? Provoque-t-elle des accidents de la route ou des catastrophes naturelles? La Lune influence-t-elle notre planète et notre santé ou est-ce un mythe? Alors voilà, et si la Lune avait plus d'influence sur la nature qu'on l'imagine? Passionnante question que je vais tenter d'explorer avec mes 3 invités dans cette émission. J'ai la grande joie de recevoir pour commencer Paul Ferris. Bonjour Paul. Bonjour. Est-ce que vous êtes un spécialiste, non pas lunaire, mais de la Lune? Alors, vous êtes devenu un spécialiste, un passionné en tout cas de la Lune. Alors je suis un passionné de la Lune, j'écris sur la Lune depuis plus de 30 ans et mon guide de la Lune paraît depuis 1999, donc tous les ans. Donc voilà, je ne dis pas que je ne suis pas astronome, je ne suis pas scientifique à proprement parler, je suis un journaliste et... éclairé sur la Lune. Voilà, qui nous éclaire. En tout cas, bienvenue vous qui êtes journaliste spécialisé, je le précise, effectivement en santé, expert en thérapie naturelle. Vous avez publié de très nombreux ouvrages, vous êtes déjà venu évidemment à plusieurs reprises en parler, des guides de santé naturelle, notamment avec Hildegarde de Bingen qui vous accompagne. Alors je crois qu'elle a dit énormément de choses, elle a dit pas énormément, peut-être certaines choses sur la Lune, déjà en son temps, vous allez nous en parler, je l'espère en tout cas, on verra, c'est une question que je vous pose comme ça en amont. Nous sommes également en compagnie de Nicolas Gilles Soul, faut-il encore vous présenter? Cher Nicolas, bienvenue, toujours un régal de vous recevoir. Un plaisir. Voilà, l'ami des animaux, l'ami des bêtes et de la nature, architecte paysagiste que vous êtes, auteur de plusieurs ouvrages, Bêtes de ville chez Fire Peur Bête. Vous avez également publié des livres pour enfants et le délicieux petit dernier, Le Renard du Père Lachaise aux éditions Robert Laffont Jeunesse. Qui continue de faire des petits, comme vous disiez juste avant de rentrer dans ce studio, c'est-à-dire qu'en fait il y a énormément d'ateliers qui sont organisés à partir de cet ouvrage, ces délicieux dessins, etc., qui nous font rêver et qui nous apprennent, qui nous ouvrent un petit peu les yeux, ils nous invitent plutôt à ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos 5 sens et ceux de nos enfants, voilà, dans un cimetière par exemple, mais aussi dans les jardins, dans les rues, là où il y a des arbres, là où il y a de la nature, quoi, cher Nicolas. Là où il y a des bestioles. Et là, surtout, il y a des bestioles. Et il y en a. Faut pas croire. C'est pas parce qu'on vit dans des buildings qu'il n'y en a pas autour de nous. Et on peut peut-être mentionner également, vous m'en parliez juste avant de commencer, ce programme pédagogique autour du trait de côte. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en ce début d'émission? Oui, ça se passe à l'École nationale d'architecture de Paris-Malaquais, où je suis professeur. Et c'est 2 ateliers et un cours magistral sur cette question littorale, des risques de submersion, de grandes vagues, de marées qui entraînent tout. Et surtout, on essaye de se projeter avec les étudiants sur la manière de se protéger ou de vivre avec cet aléa et ces risques. Voilà, demain. Cela fera l'objet d'ailleurs, je l'ai décidé il y a quelques secondes, d'une émission Quête de sens au début du mois de juin. Voilà, c'est acté, c'est bon, vous prenez note. Et nous sommes enfin en ligne avec Alix Milucci. Bonjour Alix. Bonjour. La montagne avec nous au téléphone. Ce soir, merci beaucoup Alix d'être présent. Vous qui êtes passionné, vous aussi, par le vivant, le ciel, la terre. Vous proposez avec Ciel et Cime au pluriel des randonnées thématiques autour de la géologie, de la faune, de la flore et du patrimoine. Et vous proposez donc, alors ça me fait complètement rêver, des séances d'observation du ciel étoilé. Oh, ça nous fait tellement tous rêver, on n'y connaît rien bien souvent, mais on aimerait tellement en savoir plus à chaque fois qu'on a le nez noyé, si je puis dire, dans ce ciel étoilé. On est un peu perdu, mais quand il n'y a plus d'éclairage urbain, on est tout à coup happé par ce ciel magnifique, quand il est dégagé, bien évidemment. Et c'est heureux d'avoir des passionnés comme vous pour nous transmettre un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour davantage apprécier tout ce que nous voyons autour de nous et là-haut, dans le ciel, à commencer par la Lune. Alors, vous accompagnez en montagne, vous animez donc des séances d'astronomie, des cursus, dans le cadre des cursus proposés par l'Association française d'astronomie. Voilà, et en particulier, vous conviez, je crois, une randonnée immersive entre le Mercantour et la Méditerranée, où le ciel est particulièrement dégagé, Alix. Pour voir les étoiles. Allô Alix, vous êtes toujours avec nous? Alix Milucci est-il avec nous? J'ai l'impression qu'on l'a perdu en route. Eh ben, c'est pas grave, on le joindra, on va essayer de le retrouver avec Guillaume de Garay qui va s'y colter tout de suite. Paul Ferris, effectivement, pour commencer, vous me disiez, juste avant de commencer, je vous disais, mais c'est un mythe, l'histoire des catastrophes naturelles, c'est n'importe quoi. Vous me disiez, mais non, pas du tout, Marie-Ange. Alors, je vais vous donner quelques dates. Le 14 décembre 2024, il y a eu le cyclone qui a dévasté Mayotte.
sa trajectoire avait commencé plusieurs jours auparavant, mais sa force de destruction maximale, c'était un jour de pleine lune. C'est-à-dire, le 5 février 2023, il y a un séisme qui provoque la mort de 50 000 personnes en Turquie et en Syrie. C'était la pleine lune. Le 23 février 2023, nouveau séisme au Tadjikistan, heureusement dans une zone des plus peuplées. C'était une nouvelle lune suivie d'un périgée. Une dizaine d'années auparavant, le tsunami tue au moins 250 000 personnes en décembre 2024, un jour de pleine lune. Le 23 mars 2005, le 22 décembre 2018, le 6 mai 2019, le 10 février et le 13 février 2021, à chaque fois, les séismes coïncident à un moment particulier, la plupart du temps la pleine lune, mais ça peut être aussi une nouvelle lune, et toujours avec un périgée et des grandes marées. C'est quoi un périgée ? Alors, le périgée, c'est le moment où la lune est le plus près de la Terre. Donc, parce que la lune suit un ovale, hein, oui. Un cycle. Un cycle, une trajectoire elliptique, excusez-moi. Et à un moment donné, elle est au plus près de la Terre, et à un moment donné, elle est au plus loin. Et donc, quand elle est au plus près, forcément, sa force d'attraction est la plus forte. Ouais. Et généralement, ça coïncide avec, à peu de choses près, avec une pleine lune ou une éclipse. Ça va être le cas le 14. Le 14. Donc, le 14... Il va se passer des choses. 14, il va se passer des choses, possiblement. Voilà. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, qu'on ne soit pas complètement surpris. D'accord. Alors, il se trouve qu'en France, on ne s'en inquiète pas généralement trop. Nicolas, pardon, vous me contredirez bien sûr, mais on ne s'en préoccupe pas trop parce qu'on n'est pas vraiment, à part le sud de la France, sur une faille sismique. D'accord. Mais ça joue quand même, évidemment. Ça joue, puisque la croûte terrestre bouge avec... Il y a des marées terrestres. Donc, à partir du moment où il y a des marées terrestres, la croûte terrestre bouge. Et donc, aux endroits des failles, effectivement, il y a des tremblements de terre et donc des tsunamis. Il faut quand même savoir qu'il y a des marées terrestres. Paris bouge de presque 50 cm lors de très grandes marées. Ah bon ? Oui. Vous saviez ça, Nicolas, ou pas ? Non, je découvre. Voilà, donc il y a des marées terrestres, comme il y a des marées... Et donc, il y a des fissures. Non, c'est pas pour ça que c'est sismique. Hein. Paris n'est pas soumis. Non. Ça n'a rien à voir. Il faut comprendre que la Terre est molle. D'accord. La Terre est molle. Donc, au contraire de ce qu'on peut imaginer. Voilà, la Terre est molle. Donc, il faut savoir, puisque c'est du magma. Il faut tout dire ici, Paul, attention. Hein. Voilà. Donc, elle se déforme sous l'attraction de la Lune. D'accord. Donc, et il faut aussi voir que on pense que quand il y a de la marée basse en France, il va y avoir marée haute aux États-Unis. Non, il y a marée basse du même côté. Hein. Donc c'est pas si simple que ça. En effet, c'est vrai que de prime abord, on peut imaginer qu'elle est haute quelque part. Elle se remplit à un autre endroit. En fait, non. Elle se rassemble au milieu de l'océan. Non, elle monte. Voilà. Elle monte comme ça. Bon, vous saviez tout ça, Alix Milucci? Est-ce que vous a retrouvé ou êtes-vous toujours sur la Lune? Non, je plaisante évidemment. Alix ou sur une cime? Oui, je suis là, j'écoute attentivement. Ouais. Je vous ai rejoint. Je vous demandais, parce que ça m'interpellait, là, entre Mercantour et la Méditerranée, je vous demandais s'il y avait un ciel particulièrement... un ciel étoilé particulièrement visible ou pas? Est-ce qu'il y a une raison est-ce que c'est particulièrement prévu par vous, cette trajectoire entre le Mercantour et la Méditerranée? On voit un ciel particulièrement clair, en tout cas plus clairement qu'ailleurs, ou pas? Alors oui. Et je ne suis pas le seul à l'avoir reconnu, puisque depuis plus de 200 ans, la France choisit les Alpes-Maritimes ou les Alpes du Sud, on va dire, pour implanter des équipements de premier ordre. Il suffit de penser à l'observatoire de Nice, sur le Mont Gros, qui, dans les années 1890, était pendant quelques années la plus grande lunette du monde, avant qu'on se fasse coiffer par les États-Unis. Puis ensuite, l'observatoire de Calerne et d'autres expérimentations encore, tout simplement parce que ce territoire bénéficie... alors, c'est déjà un territoire montagneux, donc on peut s'élever un petit peu, et c'est comme ça qu'on implante aujourd'hui encore au Chili
les plus grands télescopes, mais aussi on jouit de nombreuses nuits claires en fait. Et voilà, donc on cumule en fait toutes les caractéristiques qui nous permettent. Et moins de pollution, ça joue ou pas la pollution ou pas? Je me demandais si ça pouvait. Alors, ce qui joue vraiment, c'est la pollution lumineuse. D'accord. En fait, c'est la pollution lumineuse qui éteint les étoiles, malheureusement. Alors, ce qui est positif là-dedans, c'est que oui, on a beaucoup de problèmes de pollution, on parle souvent de pollution. La pollution lumineuse, c'est une pollution qui n'a pas de reste. C'est-à-dire que quand on prend les bonnes mesures pour la réduire, eh ben, vous avez tout de suite en fait une solution, je veux dire, du jour au lendemain. Oui, alors que les autres pollutions, avec des éléments qui restent dans l'environnement, sont plus compliquées. La pollution lumineuse, voilà, si on prend les bonnes mesures, et c'est ce qu'on fait sur notre territoire, puisqu'on a en plus, donc depuis 2019, une réserve internationale de ciel étoilé. On était la 3e en France et toutes les collectivités jouent le jeu et on a un ciel qui est de plus en plus étoilé dans les Alpes Azur et Mercantour. Alors Nicolas, je sais que vous aimez la nature, mais regardez-vous le ciel bien souvent, un peu, pas trop souvent, très honnêtement. Êtes-vous attiré par tout ce qui est astres et lune, puisque c'est notre sujet du jour? Très honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont elle nous fait de la lumière. Très honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les animaux, oui, c'est vrai, dont les animaux qui sont au sol avec nous vont changer de comportement quand la lune arrive. Alors c'est vrai, quand on parle de pollution lumineuse, évidemment en ville, ils ont changé de comportement parce qu'il fait clair tout le temps. Mais si on est dans une zone où il y a moins de lumière des villes, on se rend compte que finalement dans les animaux, il y a un vertébré sur 3 qui est nocturne. 2 invertébrés sur 3, 80% des amphibiens, donc grenouilles, salamandres, machin, etc., qui vivent la nuit ou qui vivent au crépuscule, et qui sont directement liés à cette lumière très particulière que procure la Lune. Et donc, par exemple, les amphibiens, mais la plupart, vont avoir des conséquences ou des effets sur leur vie sexuelle quand c'est la pleine lune, par exemple. C'est intéressant, ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Ce n'est pas un mythe, c'est observé. D'accord. Les renards, les belettes, les fameux etc., renards, vont chasser davantage au clair de lune. Pourquoi ? Parce qu'ils voient mieux ce qui se passe quand même entre nous, tout simplement. Voilà. Et puis, il y a ces fameuses réunions de requins-marteaux dans les Polynésies qui nous ont fascinés pendant un moment parce qu'on s'est dit qu'est-ce que c'est en principe le requin-marteau, c'est une bestiole qui est plutôt solitaire. Et puis on s'est rendu compte que ça faisait des immenses groupes de 55 femelles ensemble en été qui tournaient autour. On a inventé tout un tas de mythes autour de ça. Maintenant, on sait pourquoi elles se réunissent au moment de la pleine lune. C'est simplement parce que ça coïncide avec la migration de certaines raies qu'elles vont manger. Et puis à ce moment-là, la lumière de la lune va éclairer davantage la couche d'eau supérieure. Et donc elles vont mieux voir et mieux percevoir, et aussi les champs géomagnétiques, les raies qui sont autour. Mais alors, si la lune a une telle influence sur la nature, nous faisons partie quand même de la nature, Paul Ferris, même si la science peut parfois vouloir nous faire croire le contraire. Est-ce que ça joue sur... Parce que vous voyez, en regardant, en préparant l'émission, même dans votre livre, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'influence. Voilà, sur il y a ceux qui font des insomnies, il y a ceux... Alors, je vais compléter ce que dit Nicolas. Il y a plusieurs types d'influences lunaires. La première, c'est la force de gravitation qui a été donc découverte par Newton. La seconde, ou la gravitation ou attractivité réciproque. Alors c'est le fait, alors rappelons pour nos auditeurs, pardon, on est en maternelle ici. C'est le fait que deux objets ont une attraction l'un sur l'autre et que cette attraction est calculable par rapport à la masse qu'ils exercent qu'ils ont chacun. Donc il n'y aurait pas la Lune, on flotterait un petit peu comme ça sur la Terre. Alors s'il n'y avait pas la Lune, on flotterait déjà, on ne tournerait pas régulièrement. Et l'autre chose, on n'aurait pas des journées de 24 heures, mais de 15 heures. Donc on ne serait peut-être pas vivant. D'accord. Donc on aurait des journées de 15 heures. Voilà. Donc, et pas forcément régulières. Donc, d'accord. La Lune, comment dire, régule les mouvements de la Terre. Et la Terre régule tellement les mouvements de la Lune qu'elle bloque la Lune. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a une face tout cachée de la Lune qui est toujours la même. On ne connaît la face cachée que depuis les expéditions spatiales. Donc ça, c'est la force de gravité. La deuxième force, qui est très très importante, c'est ce que vient de dire Nicolas, c'est la lumière. Et la lumière, en plus, il y a une lumière particulière avec la Lune, ce que vient de dire aussi Nicolas, et qui se calcule en albédo, qui est une lumière
de réflexion. La pleine lune, en fait, elle réfléchit la lumière du soleil. D'accord. Mais comme ce n'est pas un miroir, elle réfléchit plus ou moins bien. Elle réfléchit aux alentours de 15%. Le pourcentage d'albédo de la pleine lune aux alentours de 15%. Ce n'est pas la lune qui génère de la lumière, comme on peut le croire. C'est le reflet du soleil sur la Terre. C'est le reflet du soleil. Et ce reflet-là a une influence, d'une part parce qu'il apporte de la lumière, et d'autre part parce que cette lumière-là n'est pas exactement la même. Alors, je ne suis pas super spécialiste, mais par exemple, quand on lavait le linge à la main, et on faisait attention, soit de l'exposer, soit de ne pas l'exposer, peut-être Nicolas, vous pourrez me le dire, ou Alex, à la pleine lune, parce que les rayons de la pleine lune ont un effet sur le linge. Alors, soit ils le rendent plus blanc, sur le linge. Soit ils le rendent plus blanc, soit ils l'usent, je ne sais pas exactement, mais il y a un effet sur le linge parce que ce n'est pas exactement, ce n'est pas le même spectre. Il y a une lumière qui est un peu bleutée. Oui. Donc c'est le spectre de la lumière qui va rendre le linge peut-être plus blanc, mais qui va aussi l'user plus rapidement. D'accord. Il y a un effet sur les pierres aussi. Je sais qu'il y a des rituels qui existent. Alors voilà, on rentre dans un truc, je vais me faire gronder. Bon, non, vous n'allez pas vous faire gronder. C'est-à-dire qu'il y a... On nettoie ses pierres, je ne sais plus, vous savez, il y a des rituels qui existent. Bon, bref. Oui. Voilà. Moi, j'essaye... Je pensais au linge et aux pierres. Voilà, j'essaye d'être le plus logique possible. Merci, vous êtes sympa. Et j'essaye aussi de rassembler un maximum d'informations que le lecteur m'envoie, ou j'ai aussi beaucoup lu, je suis allé chercher dans les petites annonces beaucoup de choses. J'ai fait des statistiques sur des années et, par exemple, je peux vous répondre à peu de choses près sur les naissances, sur la criminalité, tout ça. Ça, je peux vous répondre à peu de choses près. Mais je voulais terminer avec la troisième force, qui est le magnétisme. C'est-à-dire que la Terre a un magnétisme et la Lune a aussi un magnétisme, et il ne faut pas l'oublier. Et selon, justement, la proximité de la Lune, eh bien, il y a plus ou moins de magnétisme. Donc là, voilà, c'est un peu les trois... Il y en a d'autres, hein, mais ça, ce sont les trois grandes forces que l'on peut cataloguer. Alors après, Alors on va peut-être donner la parole à Alix Milucci. D'abord, est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce que vous êtes un passionné des étoiles? Alors, un passionné autant des étoiles que de la Lune? Alors oui, tout à fait. Puisque la Lune... Alors, ce qui est intéressant déjà, quand on parle de Lune, c'est de savoir qu'on va pouvoir l'observer la nuit, évidemment, mais le jour également. Ça, on n'imagine pas, mais en fait, une fois sur deux, elle est dans un ciel donc diurne ou nocturne, puisque la Terre, comme on disait, fait le tour de la Terre. Simplement, la nuit, on va dire qu'elle est remarquable, hein, puisque ça c'est simplement le contraste avec le fond de ciel qui va la faire apparaître, alors que le jour, elle peut passer un peu inaperçue. Est-ce que vous pourriez vous isoler, Alix Milucci, pour qu'on vous entende bien? Parce que là, on sent que vous êtes dans le vent et on entend un quart de ce que vous dites, c'est dommage. D'accord. Ce serait super. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Merci beaucoup. Donc, je disais, oui, donc, quand on aime l'observer, à ce moment-là, donc on peut l'observer la nuit. La nuit et le jour. Et on est attentif tout simplement à ces phases aussi. C'est-à-dire que voilà, on va suivre au long du mois lunaire ces phases et la Lune devient carrément un ami. Et pour parler de cette influence sur le linge, j'ai relu là récemment de nombreux ouvrages sur la Lune et ses effets. Alors, il paraîtrait qu'en fait, c'est la fabrication d'ozone par le rayonnement, effectivement. Ce rayonnement, ça peut être celui de la Lune ou du Soleil, puisque de toute façon, comme on le disait, la Lune ne fait que refléter le rayonnement solaire, et qui donc favoriserait la production d'ozone, qui crée une réaction chimique, une production d'oxygéné, finalement. Donc, c'est une réaction qui a besoin d'humidité, et lors des nuits froides, puisque si la Lune est là, c'est qu'il n'y a pas de couverture nuageuse, donc l'air est plus frais. Voilà, donc on peut expliquer, alors c'est un petit peu sophistiqué, mais on arrive à expliquer le blanchissement du linge par ce processus chimique. Voilà. Vous voyez, comme quoi, hein, quand on se plonge un peu plus dans les choses, parfois c'est pas que du mythe du tout, c'est passionnant en tout cas de vous entendre tous les trois. Eh bien, nous nous retrouvons, si vous le permettez, juste après les coups de pied à la Lune, Aldebert, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous cheminions à pas de loup, usant les sentiers de l'enfance, piquer des planches et quelques clous,
dans les chantiers des résidences, construire tout en haut du noyer, bien plus qu'une cabane classique, un grand complexe immobilier avec une vue panoramique. Cette maison dans le vide, c'est notre lune suspendue. D'ici les lumières de la ville sont des millions d'étoiles déchues. Nos pieds qui pendent dans la nuit tracent des plans sur la comète. Demain, j'embrasserai Fanny. Rien n'est moins sûr, mais c'est peut-être. Aux étendards, en haut des cimes, aux heures de gloire où l'on ranime Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Grâce à nos talents de faussaires, des mots d'excuses faits maison nous autorisent à prendre l'air, le cul posé sur l'horizon. Les premières filles que l'on bécote sont des actrices de cinéma, comme les menthols que l'on crapote sont les cigares de Cuba. Quand les chagrins se tirent la bourre, nous grimpons ici l'oriflamme. Le vent dans les feuilles est toujours le plus apaisant des programmes. Ainsi perchés dans les hauteurs, les rêves nous montent à la tête. Plus tard, on sera voltigeur, rien n'est moins sûr, mais c'est peut-être. J'ai retrouvé cette semaine notre complexe immobilier, digéré par le lichen, notre drapeau les coups rouillés. Alors si l'on doit faire le deuil de notre villa de fortune, reste le vent dans les feuilles et les coups de pied à la lune. 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 Nous voilà de retour. La Lune en question aujourd'hui sur Radio Notre-Dame et RCF. Et si la Lune avait plus d'influence sur la nature, dont sur nous aussi, dont nous, les petits hommes que nous sommes, sur la nature qu'on l'imagine. On en parle avec Nicolas Gilsoul, architecte paysagiste, qui a publié dernièrement Le Renard du Père Lachaise avec évidemment la Lune sur la page de couverture, qui joue un rôle évidemment dans la vie nocturne des animaux, on l'a dit. Chez Robert Laffont Jeunesse, Paul Ferris est avec nous également, lui qui est spécialisé en santé et spécialisé également en thérapie naturelle. Il est un passionné de la Lune depuis plus de 20 ans et il a publié un ouvrage en auto-édition, si je ne me trompe pas, Paul Ferris, le guide de la Lune 2025. Et enfin, Alix Milucci, en ligne avec nous, passionné par le ciel et la terre, lui aussi, et par l'astronomie. Il invite d'ailleurs à des randonnées régulièrement entre le Mercantour et la Méditerranée, où le ciel est particulièrement clair. Voilà, et on l'en voit de près, presque grâce à des lunettes qui sont de plus en plus perfectionnées, évidemment. On voit de façon presque... on voit les détails de la face, en tout cas, la face visible à l'œil nu. L'œil nu, d'ailleurs, oui, l'œil nu. Et accompagné d'une lunette, mais je ne savais pas que c'était effectivement... Oui, ça me paraît évidemment... Maintenant que vous le dites, ça me paraît évident. Mais je ne me suis jamais posé la question pourquoi on ne voit jamais l'autre face, évidemment. Voilà, on est beaucoup dans le pourquoi aujourd'hui, forcément, avec mes trois invités. Et c'est vrai qu'on est en train d'évoquer avec vous, Paul Ferris, tout ce qui est attraction. Peut-être un point là-dessus, parce que, OK, une fois qu'on a parlé magnétisme, mais pourquoi en quoi ça joue, en fait, une fois qu'on est sur Terre, voilà. En quoi la Lune... peut-elle nous influencer? C'est parce qu'on est sensible au magnétisme, c'est ça? Alors, on est sans doute sensible au magnétisme et on est sensible aussi à la force d'attraction de la Lune et sensible à la lumière.
c'est très très difficile de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, si cette force-là est bonne, si elle est positive ou négative, c'est absolument impossible à déterminer. On peut simplement dire que quand la Lune, il y a un périgée, ou quand il y a une éclipse, ou quand il y a une pleine Lune, donc plus de lumière ou moins de lumière, il se passe des choses. Alors, il se trouve que ces choses-là peuvent être... moi, je pars du principe que ces choses-là bouleversent pas mal de... Vous parliez d'eau tout à l'heure, par exemple, prenons des choses très, très concrètes et très pragmatiques. Alors, comme nous sommes nous-mêmes liquides, en grande partie, pas à 100%, mais à 70-80%, la pleine Lune, ou la Lune, exerce aussi une force d'attraction sur nous. Donc, c'est pour ça qu'on peut se sentir bouillir, on peut se sentir plus énervé au moment de pleine Lune. C'est pas un mythe, ça, c'est vrai que c'est... Beaucoup le disent, hein. Pas tous, beaucoup le disent. Et donc, il y a des problèmes de sommeil. D'accord. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, c'est pour ça que je voudrais laisser aussi la parole à Nicolas et à Alix. Avant de me lancer les premières années, sur plusieurs années, j'ai regardé les faits divers sur plusieurs journaux de province. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la Lune dans les années 90 du siècle précédent. Ouais. Et j'ai remarqué qu'il y avait plus de meurtres, de viols, de faits divers les jours de pleine Lune. Et je me suis aussi intéressé aux naissances. Et je me suis rendu compte que il y a eu une période, disons, jusque dans les années 60, j'ai regardé les dates de naissance par rapport aux pleines lunes, les statistiques, et jusque dans les années 60, il y avait aussi plus de naissances au moment des pleines lunes. Et puis après, ces naissances-là ont commencé à baisser, et la raison, elle en est que maintenant on accouche à l'hôpital, et donc à partir du moment où on accouche à l'hôpital, et qu'il y a un service qui est fait à l'hôpital, et qu'on provoque les accouchements, on s'arrange pour que les accouchements ne soient pas provoqués un week-end. Ce qui fait que, oui. Tout se tient, Paul. Oui. Donc, ce qui fait que maintenant, on a presque, quand c'est un week-end, il y a moins d'accouchements, si vous regardez les... Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais comme le service est plus contraint, il y a moins de... Donc, c'est pour ça que les statistiques sont... Alors, pour les crimes, j'en sais rien, mais... Alors, pour les crimes, là, ça fait un bout de temps que je n'ai pas regardé les faits, mais il y a un énervement qui est généralement constaté au moment de la pleine Lune. Alors, Alix Milucci, partagez-vous les mêmes sources, en tout cas y a-t-il des choses que vous remarquez, vous qui avez observé évidemment la Lune directement et les étoiles, mais est-ce qu'au niveau des influences, vous percevez des choses depuis que vous êtes un passionné? Alors, non, effectivement, je ne partage pas tout à fait le même point de vue. Moi, sur les sources que j'ai pu consulter, ces résultats, on en parle, hein, il y a des études, elles ont eu lieu aux États-Unis, en Asie, bref, en Europe. Et les résultats sont divergents, mais en tout cas, cette affirmation, elle est contestée. Maintenant, voilà, moi, je me fie finalement à cette littérature. J'en reviendrai plutôt à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si cet effet-là est dû à la gravité, donc aux effets de marée, il faut quand même savoir que effectivement, la Lune va avoir un effet. Ça, c'est et d'ailleurs, on parlait même de la marée terrestre. Hein, ça, on est nombreux à l'ignorer avant de l'apprendre. On a des marées qui sont dissymétriques, c'est-à-dire de 20, 30, 40 cm de marée terrestre, ce qui est étonnant. D'ailleurs, c'est dans notre territoire, là, sur l'observatoire de Calerne, donc l'observatoire de la Côte d'Azur, qui s'est installé à Calerne une fois que la pollution lumineuse, malheureusement, s'est généralisée sur la région niçoise. C'est justement à cet endroit-là, dans les années 70, qu'on a mesuré avec précision ces marées terrestres. Voilà. On avait besoin de mesurer ces marées, tout simplement pour avoir en fait une position la plus exacte des étoiles. Comme on mesurait la position des étoiles, ce qu'on appelle l'astrométrie, on avait besoin d'avoir une connaissance la plus parfaite du référentiel et des mouvements de ce référentiel, c'est-à-dire notre Terre. Et effectivement, elle est bien affectée par la Lune. Simplement, j'ajouterai une petite nuance, c'est que quand on parle de gravité, d'interaction gravitationnelle, il ne faut pas oublier que la montagne qui est à côté de vous, elle a peut-être plus d'influence que la Lune. Oui, il va falloir vraiment mesurer
toutes ces choses-là et voir que la Lune, certes, a un effet, mais peut-être plus négligeable que des éléments du paysage qui seront plus proches de vous. Donc voilà, ça, il faut reprendre simplement les équations de Newton et le faire tranquillement. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Nicolas Gilissoul? Aux yeux de vous en savez plus sur la nature que sur la nature animale que la nôtre. C'est évident que ce gros caillou. Oui, mais rappelons-le quand même ce que c'est la Lune. C'est un gros caillou qui vient de chez nous et puis qui a été projeté. Il est à moins de 400 000 km de chez nous. Pas si loin. Et ce gros caillou, si on voit ses influences de visu, enfin je veux dire à l'œil nu, sur les marées, parce que c'est là où on peut le mesurer le plus facilement, parce qu'on le voit, c'est parce qu'on n'a pas 5 océans comme on l'apprend à l'école, mais on n'a qu'un seul océan, c'est une seule masse d'eau, toutes les eaux communiquent les unes avec les autres, et c'est 1400 millions de kilomètres cubes d'eau, donc c'est une masse énorme. Incroyable. Et donc une masse énorme qui joue avec une autre masse énorme dans l'espace et qui ne sont qu'à 400 000 kilomètres l'un de l'autre, bah forcément quand il y en a une qui se rapproche de l'autre, bah, y a une force de gravitation qui se et donc ça gonfle, la masse d'eau gonfle et donc ça fait des marées. Donc ça c'est logique, ça se voit, c'est compréhensible à l'œil nu. C'est vrai que toutes les études qui tendent à prouver scientifiquement que la sève monte, que Francis Allais en parle notamment, il y a des résultats pour, il y a des résultats contre, on tourne autour du pot, on n'a pas les bons protocoles, les uns pensent ceci, les autres pensent cela, donc c'est compliqué. Il y a une chose que j'aimerais rajouter sur cet astre, sur ce caillou qui nous apprend des choses, c'est la mission Apollo. On est dans les années 60. Et un astronaute prend une photo d'un lever de Terre. C'est-à-dire qu'on voit la surface de la Lune et puis on voit la Terre qui se lève comme si c'était le Soleil qui se levait, mais loin de la Terre, de la Lune. Et en fait, cette photo, ce cliché a fait le tour du monde et a impressionné énormément d'humains. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de finitude écologique. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, parce qu'on a pris du recul, qu'on a compris qu'on était dans un huis clos, que la Terre n'était qu'une petite boule bleue au milieu d'un grand vide noir et que l'eau qu'on allait boire, eh bien probablement les dinosaures l'avaient bu bien avant nous parce que c'était la même qui se recyclait, qui retombait sur notre tête. Et que donc tout ce qu'on faisait dans cette petite planète, y compris l'emploi des ressources, était limité, et donc on parle de finitude écologique. Et en fait, c'est la Lune qui nous a permis de comprendre enfin en tout cas, pour faire comprendre au grand public, cette notion de finitude écologique. Ça, je trouve que c'est formidable. C'est fabuleux. Sait pas, par exemple, voilà, parce que c'est en prenant du recul que tout d'un coup, on se rend compte. Donc quand vous me disiez, est-ce que ça t'intéresse la Lune? En fait, oui, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir les choses que je peux mesurer ou que je peux, comprendre en tant qu'humain ou en tant que copain des grenouilles. Voilà, c'est ça. Ça m'intéresse parce qu'on peut le mesurer, on peut le voir. Pour le moment, est-ce que ça blanchit le linge? Est-ce que je dois mettre mes cailloux magnétiques? Je ne sais pas. Alors ça aussi, on l'a mesuré. C'est-à-dire qu'on sait que les nuits de pleine lune, le sommeil qui restaure, je sais plus comment il s'appelle, le sommeil qui restaure, qui vous remet en forme, est moins important. Et par contre, le sommeil paradoxal, celui dans lequel vous allez rêver, est plus important. Alors, ça, c'est mesuré. En 2013, effectivement, une étude suisse a démontré que la pleine lune dégradait un peu le sommeil, y compris lorsque l'on dormait dans une pièce aveugle. Apparemment, toute la communauté scientifique n'est pas tout à fait d'accord encore là-dessus. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours la même chose. C'est la question des protocoles scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Il y a encore quelques années, on pensait être les seuls animaux à rire. Maintenant, on sait que les rats rigolent, que les chimpanzés rigolent. On pensait qu'on était les seuls animaux à être intelligents. On se rend compte que le corbeau est vachement malin et qu'il a le QI de nos enfants de 4 ans. On pensait être les seuls à avoir de la culture ou à pouvoir la transmettre. On se rend compte aujourd'hui que les éléphants, machin, etc. Donc, en fait, on avance petit à petit. Là, le stress du bourdon, la peur des morts des mouches, etc. C'est-à-dire qu'on apprend des choses chaque année parce que nos protocoles changent, parce que nos protocoles scientifiques changent et qu'on a de plus en plus de l'intelligence à avoir des méthodes différentes pour prouver des choses. Donc peut-être que le linge, il blanchit, j'en sais rien. Pour le moment, en tout cas, c'est pas super clair. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que les grenouilles se reproduisent davantage, etc. à telle époque, et que les marées, on peut les voir parce qu'on comprend la force gravitationnelle. Et puis peut-être était vrai, vous avez quand même travaillé sur la question avec vos faits divers et vous avez quand même bossé. Moi, je pense que j'ai tendance à être plutôt étonné par ce que vous racontez. Voilà. Ah oui, moi, ça m'intrigue. C'est intriguant. Moi, je n'ai pas de démarche, je ne suis pas affirmatif. Vous êtes un amateur, passionné même, donc c'est déjà quelque chose. J'essaye de faire un travail objectif. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon guide, je parle de la coupe des cheveux, je parle de la minceur. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé de ça. Alors,
je le dis bien dans le livre que c'est basé sur des faits traditionnels, sur des... Voilà, que j'explique par rapport à la tradition. La tradition et pas la science, attention, quoi. Voilà. Bon. Donc, j'ai relevé un certain nombre de récurrences. Pas de récurrences, mais de proverbes, de traditions paysannes. On va parler du jardinage après, voilà. Si vous le permettez. Fly Me to the Moon, Frank Sinatra, bien évidemment. À tout de suite. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, Et voilà la lune vue chantée par Frank Sinatra. Voilà, et si la lune avait plus d'influence sur la nature qu'on l'imagine. Nicolas Gilsoul, Paul Ferris, Alex Miucci. Mais si justement, Paul Ferris, vous savez, je vous le dis, à l'heure de la... Moi, j'ai pas peur de le répéter, mais c'est vrai que à l'heure de la... Il y a l'heure où la statistique règne en maître. Ça fait du bien aussi de revenir à nos anciens, de revenir à la poésie, à l'histoire, à la littérature, à toutes les traditions dont vous parliez tout à l'heure. Alors oui, la coupe de cheveux, faut-il se couper J'ai perdu ma page, ça y est, boum, bah, voyez, la lune est contre moi là. Alors il faut faire quoi alors? Alors, selon la tradition de certains coiffeurs, il y a deux types de coupes. Il y a la coupe quand on veut vraiment se refaire une tête complètement, c'est-à-dire on va dire la grande coupe avec retirée, taillée dans la masse. Et donc, dans ce cas-là, il faut tailler ça à la pleine lune, et à la lune décroissante, puisque après la pleine lune, la lune décroît. Le disque décroît. Et puis, quand on veut stimuler la croissance, et là, je parle toujours, eh bien, on ne coupe que les fourches, que les pointes, et ça, on les coupe à la nouvelle lune, puisque on suppose, toujours avec l'histoire de Sèvres et avec toutes les guillemets d'usage, qu'il va y avoir, quand la lune va être croissante, eh bien, ça va aller doucement, ça va stimuler doucement la croissance et les cheveux seront plus souples, plus brillants. Donc là, par exemple, il faut que... Donc là, la pleine lune, c'est... Là, on fait rien, là. Là, on fait rien. Il y a l'éclipse. On attend la fin de l'éclipse. On attend 2-3 jours après l'éclipse. Lundi. Et là, on peut y aller carrément. Et voilà. Mais l'éclipse, normalement, on ne se coupe pas les cheveux aux éclipses.
Alors, le jardiner avec la lune, donc ça c'est quelque chose que vous maîtrisez, j'ai l'impression, Paul Ferry. Alors, je le maîtrise parce que alors, il faut savoir que mon guide est utilisé par beaucoup de cultivateurs en agriculture biologique et surtout en agriculture biodynamique. C'est-à-dire que les très bons vins j'ai cette prétention-là. Intéressant ça. Ouais. Que les très bons vins en biodynamie que vous pouvez déguster sont élevés selon les conseils et selon le calendrier que je publie tous les ans. Puisque là, ça va être un peu compliqué. Là encore, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Allez-y, c'est intéressant. Mais il y a d'autres influences que le cycle croissant et le cycle décroissant. Il y a en agriculture biodynamique, il y a le fait que l'on utilise aussi les constellations, puisque les constellations et la place de la Lune devant les constellations auraient une influence. Et donc les constellations, selon qu'elles sont Bélier, Lion ou Sagittaire, par exemple, c'est une constellation de feu et c'est une constellation pour les fruits. Donc on peut supposer, par exemple, en ce qui concerne le raisin, que l'on va récolter en constellation de fruits. C'est quand ça? Expliquez-nous, on est un peu perdu là. C'est novembre. Non. C'est-à-dire que tous les mois, il y a 2 ou 3 jours de chaque constellation. C'est-à-dire que la Lune passe devant chaque constellation, parce que tout bouge dans le ciel. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a ces calendriers lunaires qui existent. Vous allez dire que concrètement, la Lune se met devant le... Elle ne le cache pas, puisque la constellation est immense. Non, où est-ce qu'elle se met, la Lune, alors? Elle passe devant. Elle est toute proche. Et ça, on le sait dans les calendriers, justement, lunaires. Ça, on le sait dans les calendriers lunaires. On s'intéresse. Est-ce que vous saviez tout ça, Alix Milucci? C'est nos anciens là, qui parlent un peu, finalement, dans ces traditions. Ça ne vient pas de nulle part, quand même. Alix Milucci, on l'a encore perdu. Bon, écoutez. Non, bon. On l'a retrouvé. Bon, formidable. Je suis là, j'écoute. Non, je suis là. Alors, ça m'intéresse et surtout que j'utilise ça sur des sorties. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre d'expérience que je vais partager avec mes groupes. Et effectivement, la Lune va se déplacer de constellation en constellation. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, là on fait un tout petit peu d'histoire, c'est que l'astronomie et l'astrologie, puisque là on parle un petit peu d'astrologie, n'étaient qu'une seule et même discipline avant Kepler, on va dire en gros, donc 1600. Voilà. Ça veut dire que pendant des centaines, des siècles et des siècles, et elles sont probablement nées autour de la Mésopotamie, c'est la divination, on va chercher un petit peu le destin des peuples et des rois. Bon, à partir d'un moment, ces deux sciences, enfin en tout cas ces deux pratiques, on pourrait dire un peu plus précisément, se sont un petit peu chamaillées. Mais cela dit, le zodiaque est un phénomène et une notion très très importante encore aujourd'hui en astronomie. Simplement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, vous avez, et c'est ce qu'avaient remarqué les Babyloniens, vous avez autour de vous, en fait, un écliptique. Un écliptique, c'est simplement, pour simplifier, la trajectoire du Soleil dans le ciel. Quand vous voyez qu'il se lève à l'est, il va culminer au sud et se coucher à l'ouest. D'ailleurs, sur ce même trait, en fait, sur ce même plan que vous projetez dans le ciel, dans la voûte céleste, vous allez avoir aussi toutes les planètes qui vont circuler. Et derrière cette circulation donc, de planètes, de Soleil et de Lune, sur la même ligne, c'est pour ça que parfois on dit que les planètes sont alignées, vous allez avoir les constellations, les 12 constellations du zodiaque, et même en vérité une 13e, Ophiuchus, qui s'insère un petit peu là dans ces 12 constellations. Dernière chose, donc là, pour apporter un petit peu de précision, c'est qu'il faut savoir que depuis 2000 ans, il y a eu la précession des équinoxes, donc la Terre va osciller un petit peu sur son axe, c'est-à-dire que l'étoile polaire aujourd'hui, c'était pas l'étoile polaire il y a 2000 ans, et donc on a un décalage d'un signe, d'accord? Et donc il va falloir faire la distinction entre un signe astrologique et une constellation. Donc de ce zodiaque, par exemple, le bélier, le poisson, vous allez avoir un petit décalage. Donc il faut vraiment être précis. C'est quand même une science à part. Mais on peut l'utiliser et c'est des opérations qui sont magnifiques. On va voir par exemple la constellation du Taureau qui est superbe et effectivement on va voir par exemple en ce moment Jupiter qui passe, comme on disait tout à l'heure, devant la constellation. La constellation n'est pas occultée, simplement puisque Jupiter est un point lumineux dans le ciel, mais on voit bien qu'il vient rentrer dans l'espace, la région de cette constellation. Je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire, Paul Ferry et Nicolas Gilsoul. Est-ce que vous avez connaissance, en fait, pourquoi c'est vrai qu'il y a une époque, l'a dit Alix Milucci, où on
on rassemblait un petit peu tous ces savoirs qui n'étaient pas purement, encore une fois, scientifiquement prouvés, etc., etc. Mais tout ça coexistait, en fait. Hein, et c'était la société, l'environnement, on était très imprégné. Vous voyez, Hildegarde même poétisait la Lune, mais des scientifiques avant 1600. C'est quand même incroyable de se dire qu'ils étaient très savants en la matière. Alors, en ce qui concerne les constellations, la Lune, le fonctionnement des énergies de la Terre, etc. Alors, très intéressant. Oui, il ne faut pas du tout penser que l'on sait tout depuis peu de temps, depuis le 19e siècle ou le 20e siècle. Il y avait quand même, par exemple, l'histoire de dire qu'il y a peu de temps que l'on sait que la Terre est ronde. C'est faux. Les anciens savaient très bien que la Terre n'était pas plate. Et donc, c'est même donc il y a une méconnaissance de l'histoire terrestre et de l'histoire de l'astrologie et de l'histoire de l'astronomie. Donc, pour revenir sur ce que dit Alex, c'est-à-dire il ne faut pas confondre les constellations et les signes du zodiaque. Alors, c'est vrai que tout le monde confond un petit peu, mais dans les livres, dans les calendriers lunaires, on ne fait pas la confusion et dans les premiers chapitres, on fait bien la différence. Et parce qu'il s'agit bien des constellations et pas du zodiaque. Il y a non seulement, il y a eu, je crois que c'est de l'ordre de 7 degrés de différence, mais la taille, normalement, quand vous dites je suis du signe du lion, je suis du signe du bélier, ça fait environ 1 mois. Or, les signes ne sont pas du tout de la même taille. Le cancer est tout petit et la lune, quand elle passe devant le cancer, il n'y a que 2 jours. Alors que la Vierge, c'est très très grand. La lune, quand elle passe devant la Vierge, ça peut prendre 6 ou 7 jours. Donc, les guides actuels, je veux dire, dont le mien, mais il n'y a pas que le mien, il y en a chez d'autres éditeurs, tiennent compte. Alors, il y a des guides, c'est vrai, qui sont complètement astrologiques. Là, c'est pas mon domaine, et l'astrologie, pourquoi pas. Mais c'est pas, on n'est pas du tout dans l'astrologie. Là, on essaye d'avoir des observations qui sont faites, et la biodynamie, ce n'est pas une science, mais ce sont des constatations qui sont faites par des équipes de chercheurs jardiniers. Et ça a été fait principalement à l'INRA et en Allemagne. Je précise que donc vos calendriers, parce qu'il ne faut pas... Mais non, mais attendez, mettez en valeur un petit peu ce que vous avez fait. Vous avez fait un travail magnifique, Paul Ferris. Vous voyez, je vous donne un exemple. Donc, en fait, votre calendrier pour le calendrier lunaire est ainsi présenté dans votre livre, hein, si l'éditeur s'intéresse un petit peu à tous ces sujets-là. Donc, par exemple, je donne un exemple. Vous avez donc 2 catégories, au jardin et puis santé-beauté. Oui. Donc, par exemple, je prenais tout à l'heure l'histoire des... Voilà, par exemple, le mercredi 5 novembre. On va prendre après la date d'aujourd'hui, pourquoi pas. Au jardin, profitez de cette période de retrait pour préparer vos purins et entretenir vos outils. Puis santé-beauté, attention, suicide, risque, agression, augmentation significative des problèmes psychiatriques, dépression et urgences qui en découlent. Le jeudi 6, le chancre bactérien provoque sur les troncs des taches brunâtres qui se crevassent avec des sécateurs non désinfectés. Il peut se propager à tout un verger. Et puis santé-beauté, pour éplucher les châtaignes facilement, laissez-les toute une nuit au frigo avant. Plein de conseils hein, avant de les plonger dans l'eau bouillante, etc., etc. Donc voilà, pour les auditeurs, vraiment, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous avez vraiment travaillé la question hein, depuis des années. Alors, merci. Je veux préciser, il y a des choses que l'on peut dire. Par exemple, quand on parle du chancre sur les troncs ou quand on parle de telle ou telle chose, c'est parce que je n'ai pas grand-chose à dire pour cette journée-là. C'est-à-dire que je mets un conseil de jardinage qui correspond à peu près à la saison. En revanche, quand la santé. Voilà, et la santé pareillement. En revanche, quand il y a des choses qui sont plus précises, comme il va y avoir par exemple la possibilité d'un risque au niveau du jardin, parce qu'il y a une pleine lune, c'est justement là où je dis posez vos outils, faites du travail d'entretien, parce que là, effectivement, on va être dans une configuration qui va être de la pleine lune ou de la pleine lune et du périgée. Alors, maintenant, on va passer au Maori, parce que c'est quand même un lien que voulait faire tout à l'heure notre ami Nicolas Gilsoul. Nicolas Gilsoul, justement, un lien avec l'histoire, l'intérêt, vous voyez, de nos anciens pour tout ce qui nous entoure.
On a l'impression qu'on a vraiment perdu tout ça. On a perdu ça. C'est triste, je trouve que c'est tellement passionnant. C'est tout à fait passionnant. Et ce que vous racontez sur le jardin, je vais en parler chez les Maoris, mais ce que vous racontez sur le jardin, c'est la possibilité de nos anciens qu'ils avaient, la capacité qu'ils avaient à lire le paysage, l'environnement qui les entoure. Est-ce que c'est l'influence directe de la lune, ou si je prends la lune rousse, ou est-ce que c'est, on dit en général la lune rousse, il faut pas planter machin parce que il peut y avoir du gel dans la nuit. Ouais. Oui, mais c'est pas la lune qui va avoir une influence, c'est juste que la rosée qui est beaucoup plus froide et qui se dégage donne une teinte rousse à la lune, et donc on la lit différemment. Et les Maoris, parce que je voulais parler des Maoris, on est en Nouvelle-Zélande, donc on est à l'autre bout du monde, on est sur une île perdue, longtemps non habitée par des humains. Ouais. Sur lequel s'est développée une faune et une flore incroyables. Les kiwis, là, les fameux petits oiseaux bizarres avec une trompe qui courent la nuit en reniflant sous les feuillages. Ouais. Et quand les Maoris sont arrivés, ils ont découvert une fougère avec une capacité incroyable, c'est-à-dire que la sous-face du feuillage de cette fougère est argentée, métallisée. Et donc, ce qu'ils utilisaient, c'est que les nuits de pleine lune, quand ils chassaient, les Maoris coupaient ces fougères et puis les déposaient la face à l'envers sur leur chemin pour retrouver leur chemin dans la forêt jusqu'au village. C'est une capacité de lire le paysage et son environnement et de s'aider de la lune comme... Voilà, là, un réflecteur ou autre, ou comme un indicateur, la lune est rousse, donc je ne dois pas faire ceci, parce que... Ouais. Voilà, et ça, je pense que ces savoirs anciens, finalement, on les a un peu perdus parce qu'on a perdu le contact avec le vivant, parce qu'on le connaît assez mal et parce qu'on arrive toujours à vouloir se rassurer en regardant des statistiques et les machins scientifiques. Mais il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux, d'essayer de comprendre les interactions entre les choses. Et puis je trouve qu'il y a une dimension philosophique, je vous la soumets tous les trois pour terminer l'émission, mais c'est vrai que on a oublié aussi parce qu'on veut tout contrôler. On veut acheter des tomates en hiver et... vous voyez, il y a aussi cette démarche. Autrefois, on patientait, on attendait après la lune montante, etc., pour planter, pour rempoter, etc., Nicolas. Le bon moment, oui. Pas c'est une leçon de philosophie, finalement. C'est une leçon de philosophie. Elle nous inspire pas mal, la lune, quand même. Mais oui, les amis. Merci en tout cas, Paul Ferris. Et merci Alix Milucci, merci les amis. Nicolas, je le rappelle, le renard du Père-Lachaise aux éditions Robert Laffont Jeunesse. Et puis ces cycles passionnants, ces programmes pédagogiques passionnants, vous reviendrez en parler sur les traits de côte. Avec plaisir. Prendre conscience aussi de toutes ces choses qui nous entourent et qu'on ne veut pas voir bien souvent, ou alors c'est trop tard quand ça nous arrive. Paul Ferris, merci aussi. Et votre guide de la lune passionnant, Paul. Soyez plus sûr de votre travail, cher Paul, quand même. Chaque jour, des conseils pratiques pour prendre soin de son jardin et de sa santé avec la lune. Et puis Alix Milucci et vos randonnées immersives entre le Mercantour et la Méditerranée. Merci Alix Milucci, merci Paul Ferris, merci Nicolas Gilsoul. Ça fait du bien de s'évader un peu, de monter un peu plus, de prendre du recul, comme le disait Nicolas Gilsoul. Intéressons-nous un peu plus à ce qui nous entoure. Merci les amis. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.